Bonjour à tous, bonjour Bichat. Merci de vous joindre à nous ce matin pour ce premier échange sur le divan, hein, on va dire ça comme ça. Alors, entrons rapidement dans le vif du sujet parce qu'on a un court moment, tout le monde ensemble. Alors, évidemment, depuis plus de 6 ans maintenant, on est entré, je dirais depuis le début de la COVID, dans une période d'incertitude qui perdure, ma foi. Et elle perdure de différentes façons. Elle perdure avec l'inflation à laquelle on a fait face de façon galopante. Elle perdure avec les tarifs qui se sont imposés d'eux-mêmes et à travers les conflits géopolitiques auxquels on continue d'être confrontés. Puis en fait, elle n'est jamais repartie. Donc cette incertitude-là, elle est comme en trame de fond de notre économie, puis elle a des impacts concrets à différents égards. Quand on regarde la croissance mondiale, on peine à générer la croissance qui est attendue et les risques qui sont associés à ça, bien, nous touchent, finissent éventuellement par nous toucher. On le voit entre autres avec le pétrole, puis l'augmentation des coûts qui a un impact important pour plusieurs de nos entreprises. Les choses aussi font en sorte que les chocs climatiques deviennent de plus en plus fréquents. On regardait entre autres l'impact des derniers changements climatiques, puis c'est plus de 4 500 milliards au cours des dernières décennies qui se sont ajoutés sur notre économie. Puis c'est la même chose du côté technologique. Alors, du côté technologique, hein, quand on pense entre autres aux cyberattaques, c'est ce qu'on évoquait tantôt dans l'introduction, elles sont de plus en plus fréquentes. L'arrivée de l'IA ne réduira pas ça non plus. Et ça fait en sorte que l'impact sur les entreprises qui sont éventuellement touchées est en moyenne de 5 millions. Chaque entreprise qui est touchée, en moyenne, ça inclut les petites, les moyennes et les grandes, se voit touchée par des impacts aussi importants que ça. Il y a le coût, mais il y a l'impact opérationnel qui est relié à ça. Fait que tous ces éléments-là nous amènent à réfléchir à la question de la résilience. Comment on fait pour assurer la résilience de l'économie, la résilience de nos entreprises et faire en sorte que malgré cette période-là qui se poursuit, on puisse continuer à avancer. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va échanger, Bichat et moi, sur chacune de nos organisations avec des missions complètement différentes, de la façon dont on contribue à tout ça. Alors, Bichat, on se connaît bien, tu es à la tête d'Investissement Québec, je pense que ça a été bien nommé comme chef de la direction. Et moi, j'ai le plaisir de présider le Conseil d'Investissement Québec depuis déjà maintenant 4 ans. Alors, on a pensé que ce serait plus simple de se tutoyer. Ça ferait moins changement de ce qu'on fait au quotidien. Alors, j'entre tout de suite dans le vif du sujet. Ça te va? Oui, absolument. Parfait. Alors, puisqu'Investissement Québec, donc, est l'Agence de développement économique du Québec, quelles sont tes observations sur la résilience actuelle de notre économie face aux perturbations qu'on a vécues en accéléré dans les 18 derniers mois? Puis quand on regarde les outils, les instruments qu'on a pour appuyer l'économie dans un contexte aussi difficile que ça, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Absolument. Bien, écoute, comme tu l'as mentionné, il y a effectivement beaucoup d'incertitudes, de volatilité, mais on voit vraiment 3 poches de résilience. La première, c'est vraiment les investissements industriels. La deuxième, la transition énergétique. Le plan d'Hydro-Québec d'investir d'ici 2035 quand même 200 milliards de dollars pour augmenter la capacité de notre source d'énergie et autres. Et le troisième volet, vraiment le rapatriement des chaînes d'approvisionnement dans des secteurs stratégiques, je pense entre autres à la défense. Plus concrètement, par exemple, au niveau de la défense et la souveraineté de l'Arctique, Davy a été nommé en 2023 partenaire. C'est le 3e partenaire de la stratégie de construction navale du gouvernement fédéral. Et plus récemment, donc mars 2026, le gouvernement fédéral a annoncé le démarrage de la construction des brise-glaces Polar Max avec Davy. Donc vraiment cette volonté du gouvernement de rapatrier les chaînes d'approvisionnement dans des secteurs stratégiques comme la défense. Comme vous savez, le gouvernement fédéral a annoncé donc d'augmenter les dépenses au niveau de la défense pour représenter 5 du PIB du Québec. C'est des investissements majeurs et donc du coup s'assurer que les entreprises peuvent bénéficier de cela. À moyen terme, ce qu'on regarde, c'est vraiment 3 volets, comme je le disais. Quels sont les projets d'investissement industriel, la transition énergétique avec ce qui entraîne en fait en termes d'investissement
au Québec et finalement la productivité, les enjeux de main-d'œuvre. Et comme tu me posais la question, au niveau d'Investissement Québec, effectivement, on a les leviers pour soutenir les entreprises. Nous sommes devenus une agence de développement économique, comme tu le dis, avec l'accompagnement et le volet financement, l'accompagnement de l'accompagnement technologique, de l'accompagnement à l'international, qu'on parle de la transition énergétique, des projets d'investissement industriel, comment est-ce qu'on s'assure que les entreprises québécoises, la petite, la moyenne, puissent participer dans la chaîne de valeur, dans la chaîne d'approvisionnement. Donc vraiment, nos équipes sont sur le terrain pour faire le maillage entre les entreprises et les grands donneurs d'ordre. Par exemple, dans le cas des turbiniers, avec Hydro-Québec, comment est-ce qu'on s'assure que les entreprises québécoises rentrent dans cette chaîne de valeur-là. Productivité, on mise là-dessus depuis 2016. C'est vraiment le levier pour nous pour rendre les entreprises plus productives, donc plus compétitives, et du coup d'aller sur les marchés à l'international. Merci, Bicha. Puis effectivement, tu sais, moi, je vois ça tous les jours. C'est là où on réalise que ce soit les petites, les moyennes, les grandes entreprises, cette mission-là de les accompagner avec des leviers qui vont leur permettre d'accélérer leur contribution à l'économie, c'est vraiment super important. Tout à fait. D'ailleurs, Geneviève, tu es, comme on l'a mentionné, à la tête de Promutuelle Assurance, quand même le 4e assureur de dommages au Québec. En tant que leader, comment tu vois le rôle d'un leader dans la résilience collective? Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je me dis toujours, à partir du moment où chaque entreprise réussit à faire prospérer sa business, à croître dans l'environnement qui est quand même difficile, très exigeant du point de vue de la compétitivité, puis de le faire avec une vue sur la pérennité. Tu sais, l'idée, c'est toujours de dire, quand on est dans ces périodes d'incertitude-là, comment on sort plus fort à la sortie de ces périodes-là que lorsqu'on y est entré. Et pour ça, moi, je pense que c'est important de garder le cap. Tu sais, de garder le cap sur notre Étoile du Nord, garder le cap sur le plan de match qu'on s'est donné comme organisation, puis aller chercher les autres leviers dont on a besoin pour y arriver. Quand je résume ça à nos équipes, tu sais, moi, je leur dis tout le temps, il faut qu'on agisse. Fait qu'on peut pas être paralysé par l'incertitude. Il faut continuer à agir, garder le focus sur la croissance, puis s'assurer qu'on le fait de façon rentable pour assurer la pérennité. L'autre chose qui m'apparaît assez importante, puis que les leaders, dans le fond, dans les différents secteurs d'économie doivent faire, c'est d'investir dans notre capacité durable d'agir. Tu sais, la productivité, ce ne sera jamais un investissement qui ne payera pas. C'est payant d'investir dans l'amélioration de la productivité. C'est payant d'investir dans l'innovation. Tu sais, quand on regarde aujourd'hui, encore une fois, l'arrivée de l'IA dans un secteur comme l'assurance pour nous, ça change la donne complètement. Tu sais, alors, il faut qu'on soit ouvert, agile à transformer nos opérations actuelles, puis à bénéficier, dans le fond, des capacités que l'IA peut nous apporter. Donc, toute cette question-là de l'innovation, il ne faut pas être en attente, il faut être en action par rapport à ça. Puis, je dirais la transformation de nos modèles. Tu sais, je pense que ce que cette période-là des dernières années nous a démontré, c'est à quel point les modèles qui évoluent pas, les modèles qui restent vraiment rigides, ont de la difficulté à passer à travers. Fait qu'il faut investir dans ces choses de base pour nous permettre d'y arriver. Puis encore, je pense qu'il faut être ambitieux. Tu sais, moi, je crois qu'il faut être ambitieux, il faut pousser nos business un peu plus loin. Dernier élément que j'ajouterais, c'est les leviers d'accélération. Je ne peux pas être ici avec Bishop et ne pas parler de ça. Mais tu sais, les leviers d'accélération au niveau des partenaires, les leviers d'accélération en termes de capitaux, leviers d'accélération, je dirais en termes d'institutions, d'experts qui vont nous aider à accélérer. Le rythme va vite. Tu sais, un 10 ans d'il y a 10 ans, c'est plus le même 10 ans aujourd'hui. Fait que si on veut embrasser tout l'ensemble des opportunités, il faut se servir de ces leviers-là. Fait que donc, tu sais, le leader économique, c'est plus seulement une question de performance de la business à court terme, c'est une question de performance sur le moyen et le long terme. Absolument. Et d'ailleurs, avec tous ces changements-là, en fait, Geneviève, comment on s'assure qu'une entreprise, elle ne se dénature pas, qu'elle garde vraiment son identité? Oui. Bien, tu sais, premièrement, il faut bien comprendre ce qui nous permet de nous distinguer en termes d'identité. C'est dans notre cas, c'est un modèle qui est complètement différent. On a un modèle unique avec ses forces, avec ses faiblesses, mais c'est un modèle qui fait que depuis 175 ans, on est passé à travers les cycles, on est passé à travers les crises, puis on a continué à grandir, continué à prospérer. Donc, moi, je pense qu'il faut bien comprendre les éléments de notre modèle qui font qu'on réussit à créer cette distinction-là. Je dirais le deuxième élément qui est super important, c'est toute la question du positionnement. Tu sais, dans un marché qui est ultra compétitif, c'est quoi la position qui va faire en sorte
on est capable de faire la différence, puis on est capable effectivement de poursuivre le plan de croissance. Donc, on ne se dénature pas, je pense, quand on fait ça. Puis je vais juste aller rechercher 2-3 petites notes. Puis j'appelle ça, dans le fond, protéger notre vraie nature. T'sais, protéger la vraie nature d'un modèle comme le nôtre, ça nous aide, ça fait en sorte qu'on peut effectivement compétitionner. Puis ça fait également en sorte que, au final, si on garde le cap sur où est-ce qu'on s'en va, ben on est plus fort. Maintenir le cap sur la finalité. Et donc, Bichat, tu sais, j'aimerais ça peut-être juste parler un peu de ce qui s'est fait chez Investissement Québec. C'est la transformation d'Investissement Québec au cours des 5 dernières années. Elle a été importante. On est parti d'un positionnement qui n'est plus le même du tout aujourd'hui, au cœur de cette transformation-là. Alors, peux-tu nous parler un peu de ce que IQ a cherché à faire, ce que c'est devenu aujourd'hui, puis comment ça nous donne, dans le fond, une perspective sur comment on va être capable de continuer à aider l'économie? Absolument. Puis d'ailleurs, tu as été partie intégrante de ça, comme tu es notre présidente sur le conseil d'administration. Mais effectivement, en 2020, Investissement Québec a connu une transformation majeure. Nous sommes passés d'une société de financement qui fournissait principalement des prêts, des garanties sur prêts en région. C'était le cœur de nos activités et nous sommes devenus une agence de développement économique. Donc oui, avec du financement, mais un financement beaucoup plus vaste, plus diversifié, mieux adapté aux besoins des entreprises, des entrepreneurs, et nous avons surtout ajouté des services d'accompagnement, de l'accompagnement technologique, de l'accompagnement à l'international. En fait, en 2020, donc au cœur de la pandémie COVID-19, on est passé de 400 employés à plus de 1000 employés. Et donc, ça a été tout un défi organisationnel parce qu'on a quand même ajusté notre offre de services pour mieux répondre aux besoins des entreprises, des entrepreneurs, du contexte économique également. Et tout ça, ça a demandé un changement au niveau de notre culture. Donc, la culture de l'organisation a évolué, puis on continue à évoluer, en fait, de vraiment partir d'une position qui était beaucoup plus adverse au risque et une organisation qui prend du risque, un risque qui est quand même mesuré, un risque qui est mesuré pour soutenir des projets qui sont innovants, des projets qui sont structurants et qui contribuent à la richesse du Québec. On est passé d'une posture qui était beaucoup plus rétroactive à une posture vraiment plus proactive pour aller démarcher ces opportunités-là, ces entreprises-là qui ont la volonté, les ambitions de croître et ont les moyens de le faire et de les soutenir à travers l'accompagnement et le financement. Et troisièmement, vraiment partir d'une posture qui était beaucoup plus rigide à une posture plus agile, en fait, pour aider la transformation. Tu vois, tout se transformait durant cette période-là, les entreprises, les besoins des entreprises, et il fallait aussi que nous, comme organisation, on se transforme pour vraiment mieux accompagner les entreprises. Si je regarde aujourd'hui, depuis 6 ans, donc depuis la transformation en 2020, c'est quand même plus de 27 milliards de dollars qui ont été déployés pour soutenir 11 000 entreprises au Québec pour des projets d'une valeur de 100 milliards de dollars. En fait, puis on a annoncé nos résultats vendredi dernier. Au cours de la dernière année, c'est 5 milliards qui ont été déployés pour soutenir des projets d'une valeur de 18 milliards de dollars. Ces projets-là contribuent à terme au PIB du Québec à la hauteur de 4 milliards par année et génèrent des recettes fiscales pour le gouvernement du Québec à la hauteur de 200 millions de dollars par année. C'est majeur, notre impact de développement économique. En plus de tout ce qui est déploiement financier, il y a tout l'accompagnement, c'est 6 000 accompagnements qu'on a fait au cours de la dernière année. En fait, les entreprises que nous avons accompagnées à l'international ont généré des ventes hors Québec de 7 milliards de dollars. C'est 7 fois plus que ce qui se faisait avant la fusion de 2020. Également, toute l'attraction d'investissements étrangers, aussi 6 milliards de dollars attirés au Québec pour soutenir et renforcer nos chaînes d'approvisionnement dans des secteurs stratégiques. Et c'est fabuleux parce que, tu sais, on dit tout le temps, la force de l'écosystème des partenaires financiers, elle passe entre autres par un positionnement clair de chacun des joueurs de l'écosystème. Je pense qu'IQ a réussi dans les 5 dernières années à vraiment recalibrer son positionnement puis à faire en sorte qu'on est à la fois partenaire de l'écosystème financier, mais on a notre rôle propre à jouer. Alors, bravo pour le travail qui a été fait là. Merci. D'ailleurs, de votre côté, Geneviève, vous avez connu aussi une transformation majeure. Peut-être nous partager un peu qu'est-ce qui a été déterminant dans cette transformation-là? Absolument. Effectivement, je pense que la transformation
qu'on a amorcée il y a presque 7 ans maintenant. C'est une transformation qui était essentielle, qui était nécessaire. Promutuel est le 4e plus gros joueur en assurance au Québec, en assurance de dommages. Mais quand on regarde en haut de nous, on a 3 grands géants qui sont 6 à 8 fois, 12 fois plus grands que nous. Et quand on regarde en bas de nous, bien, il y a 95 autres permis d'assureurs qui sont là. Alors, l'idée de trouver une voie. Moi, je dis toujours, quand tu es le plus petit des plus grands, puis le plus grand des plus petits, il faut trouver la voie pour être capable de se transformer, être capable de continuer à compétitionner, parce que peu importe notre taille, on compétitionne ensemble, tous les jours, sur le terrain. Alors, cette transformation-là, elle est passée à la fois par une ambition forte. Alors, on a rapidement énoncé qu'on voulait minimalement doubler la taille de notre organisation au cours de la période de notre planification stratégique. Et on n'était pas certain à ce moment-là s'il ne faudrait pas aller plus haut que ça. Puis on pense que sur une période de 10 ans, on aura fait plus que doubler la taille de l'entreprise. Puis on va l'avoir fait en ayant, je dirais, un engagement clair à vouloir sortir notre entreprise du Québec, donc à dire on va partir d'un joueur champion au Québec pour en faire un champion national. Puis on va le faire aussi en engageant l'ensemble des parties prenantes. La particularité d'un modèle mutualiste, c'est qu'on est un groupe financier qui regroupe 11 organisations. Alors la nécessité d'aligner tout le monde, la nécessité de communiquer de façon claire ces ambitions-là, puis de créer l'adhésion qui est nécessaire, c'est ça qui a mis l'organisation en mouvement. Et c'est ça qui fait que l'organisation est en train de se transformer, parce que pour y arriver, on doit le faire tout le monde ensemble. Alors, tu sais, moi, je pense que le message derrière ça, c'est de dire, peu importe l'ensemble dans lequel on est, peu importe la complexité du modèle dans lequel on opère, à partir du moment où on amène une direction claire, un plan de match qui est exécuté de façon disciplinée, on arrive au résultat. Donc, c'est une des choses qu'on a fait. Il y a des incontournables, puis on l'évoquait un peu plus tôt. Il faut être capable de faire ça sans se dénaturer. Toutes les business qui sont passés par une transformation importante qui a conduit à une évolution de la taille de façon significative, ont cette question-là au bon moment. Comment on fait pour continuer à avancer sans se dénaturer? Fait que tout en gardant le cap sur la cible, de ne pas perdre son identité, de travailler sur les différenciateurs, je pense que c'est important. Je vous l'ai dit tantôt, je pense que l'adhésion, pour nous, ça a été le nerf de la guerre. Si on n'avait pas réussi à créer ça, on n'y serait pas arrivé. Puis la transformation du modèle, elle s'est accélérée. Alors, tu disais tantôt, il faut savoir être agile dans une transformation. C'est aussi ce qu'on fait. On est très, très agile et on utilise la force de notre taille, qui pourrait être une faiblesse à certains égards. Dans ce cas-là, on utilise la force de notre taille pour être capable d'embrasser plus rapidement les avancées technologiques, plus rapidement les avancées de l'IA, plus rapidement la capacité d'optimiser l'ensemble de nos processus. Et tout ça, ça a été des éléments qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les résultats sont payants. Notre croissance est excellente, la rentabilité est au rendez-vous, on est parmi les meilleurs de l'industrie en termes de rentabilité. Tous nos indicateurs de performance, la satisfaction de nos membres assurés, de nos employés, on voit qu'ils nous ont suivis dans cette transformation-là. Puis c'est ce qu'on veut, hein? Ultimement, on veut que notre modèle reste pertinent puis qu'il permette de garder l'ensemble de nos membres assurés avec nous. Et c'est ce qu'on a été capable de faire. Alors, on est content. Bravo. Merci beaucoup. Bichat, derrière toute organisation qui s'adapte, il y a des décisions qui doivent être prises, souvent sans toutes les réponses qu'on souhaiterait. Puis le rôle du leader de l'organisation, c'est fondamental pour maintenir le cap. Une des questions que les gens me posent souvent, c'est quand les repères traditionnels disparaissent. Qu'est-ce qui guide tes décisions comme CEO? Comment tu fais pour ne pas perdre le cap sur la destination? Mais écoute, je pense qu'il faut revenir sur la base, sur nos valeurs, sur la mission. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? En fait, quand je pense à Investissement Québec, Agence de développement économique, notre mandat, c'est vraiment faire croître l'économie du Québec. Je pense que dans tous ces changements-là, à la fin, il faut revenir à la base, dire pourquoi est-ce qu'on est ici? Et ce changement, cette transformation culture-là, elle est tellement importante parce que si on est capable de s'ancrer ensemble sur une même mission, ça nous rapproche et ça nous permet d'avancer, en fait. Et je veux dire, la transformation d'Investissement Québec au cours des 6 dernières années, comme je t'ai dit, elle a été majeure. Ce qui nous maintenu ensemble à la fin, ce qui stimule, ce qui interpelle nos équipes, c'est la mission même de l'organisation. Et je pense qu'il faut revenir sur la base. L'autre point, dans toute cette incertitude-là, cette volatilité, la communication est tellement importante. De communiquer avec les équipes, d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait, je pense que c'est critique.
Puis c'est fou comment répéter dans ce contexte-là, c'est utile. Hein? Parfois, on a l'impression qu'on a bien expliqué la destination, qu'on a bien aligné les équipes, mais répéter au fur et à mesure où la transformation avance, c'est assez important. D'ailleurs, je te relance la question, Geneviève, de ton côté, avec qu'est-ce qui te guide dans tes décisions de ton côté? C'est quoi ton étoile du Nord? Tu sais, quand on est dans les moments les plus difficiles de la transformation, puis que là, il y a des préférences qui s'exercent, puis qui tentent de s'influencer, moi, je trouve toujours que le fil conducteur qui fait qu'on ne se perdra jamais, c'est le focus sur le client, focus sur le membre assuré ultimement. Quand on s'obstine sur les bonnes décisions à prendre, si on place le client au centre de la conversation, on va prendre les bonnes décisions. Fait que ça, c'est un premier élément. L'autre élément, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions avec l'ensemble des informations qu'on a, l'ensemble des changements qui se passent un peu partout. Il faut savoir trouver la voie pour garder le cap sur la destination et ne pas se laisser trop influencer par toutes ces distractions-là qui arrivent. Fait que je trouve que la capacité du leader à créer de la clarté, la capacité du leader à faire le tri avec l'équipe, de ce qui vaut la peine, de ce qui vaut moins la peine, puis de ce qui va permettre de créer de la valeur, c'est un autre élément important. Je trouve, tu sais, tu as évoqué tantôt la communication. Il y a la communication pour aligner les troupes, mais il y a la communication qui remonte vers le haut, entre autres. Et pour moi, tu sais, il faut avoir le courage. On demande aujourd'hui aux CEO d'être de plus en plus courageux dans la gestion des parties prenantes. Puis la gestion des parties prenantes, il y en a de plus en plus qui veulent s'exprimer, qui ont un point de vue. Alors, aider, dans le fond, l'organisation à travers une transformation profonde pour dire, faisons pas l'économie d'avoir une conversation courageuse. Rendons-nous aux conversations courageuses parce qu'on crée de l'alignement. Tu sais, à partir du moment où les gens ont l'impression qu'ils ont fait partie de la réflexion, même s'ils n'ont pas les deux mains sur le volant pour prendre les décisions, quand ils ont fait partie de la réflexion, souvent, c'est porteur de succès après ça dans la transformation. Alors, ça, c'est un élément que j'ajouterais. Puis, on l'a évoqué depuis le début, rester fidèle à son nez, tu sais, se transformer sans se dénaturer, c'est plus payant que se transformer en étant en rupture. Puis, je ne dis pas qu'il ne faut pas être en rupture à certains moments. Tu sais, je pense que l'innovation peut parfois nous permettre de créer certaines ruptures de l'évolution de nos produits, nos services, mais ne pas se dénaturer par rapport à ce qu'est notre organisation. Ça m'apparaît important. Puis, tu sais, quand j'essayais de résumer ça, je me disais, tu sais, le leader d'aujourd'hui qui est confronté à cette transformation-là, il doit avoir la capacité à la fois de maintenir le cap, à la fois de savoir battre le rythme pour être toujours à la bonne place, créer la cohésion et l'adhésion avec les équipes. Puis c'est ça qui fait qu'on avance ensemble malgré ces périodes de challenge, d'incertitude puis de transformation. Alors, voici comment on ferait ça. Je te laisse aller. Bien, écoute, si tu avais, on tire à la fin, là, mais peut-être un message à donner aux leaders aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Bien, moi, je dirais que, parce qu'on en a parlé beaucoup dans différentes tribunes dans le dernier 18 mois, je dirais que l'incertitude, c'est plus une parenthèse. C'est devenu notre mode de gestion, c'est devenu le mode de fonctionnement. Puis, tu sais, même quand on regarde en avant de nous, là, 1 an, 3 ans, 5 ans, de penser que cette incertitude-là va soudainement se dissiper, c'est peu probable. Donc, à partir du moment où on accepte que c'est devenu le mode de fonctionnement avec lequel on va devoir travailler, le rôle fondamental du leader, c'est de savoir mobiliser pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Puis plus que jamais, l'hésitation, ça crée le recul. Attendre, ça fait en sorte qu'on passe à côté d'opportunités. Fait que cette capacité-là à vouloir décider puis à être confortable à décider, je dirais dans l'inconfort des données qu'on n'a pas toutes, dans l'inconfort d'où est-ce que le prochain risque va arriver, ça m'apparaît important. Fait que donc, l'incertitude, c'est une parenthèse. Il faut continuer d'agir, il faut continuer à décider. Puis c'est ce qui nous rend plus forts. On est plus faible à partir du moment où on est dans une position d'attente. Alors, je te retourne la question. Bicha, de ton côté, avec quel message tu voudrais nous laisser? Bien, peut-être, tu sais, je pense dans cette période d'incertitude, si on veut vraiment parler de résilience collective, c'est de revenir sur la base. Moi, je vous ramène, là, Grande Dépression. À ce moment-là, il y avait vraiment une chute du PIB, taux de chômage qui était en croissance, crise du système bancaire. En plein milieu de cette crise-là, Roosevelt a été nommé président aux États-Unis. Il a fait 3 choses, en fait.
Il a vraiment revu ses politiques, donc vraiment la politique au niveau du système bancaire pour donner la confiance au public vraiment du système bancaire. Ça, c'est important de rétablir la confiance. Deuxièmement, il a investi massivement dans les infrastructures, donc vraiment pour allumer, stimuler l'économie. Le troisième point, c'est sa politique de bons voisins. On a besoin de nos partenaires, que ce soit une société, que ce soit les fournisseurs, les clients, il faut qu'on travaille ensemble, d'être de bons voisins, puis ça reste avec moi. Donc ça, ces 3 points-là, mais surtout à la fin, dans tout ça, c'est quoi? C'est la communication. Il avait l'art de faire des fireside chats à la radio, le média à l'époque. Et la phrase qu'il disait, et je répète en anglais, mais je vais le traduire après, « The only thing to fear is fear itself ». Donc la seule chose à avoir peur, c'est la peur elle-même, et la peur, elle nous bloque. Si on est capable de bien communiquer, de bien expliquer ce qui se passe, d'expliquer le contexte, les décisions qui sont prises, c'est ça qui va nous interpeller et c'est ça qui va nous mobiliser pour avancer ensemble. Génial, on va se rappeler de ça. La peur, c'est pas un bon guide. Alors, je pense, Bichat, que ça nous amène pas mal à la fin de notre échange. C'est court, ça passe vite, 23 minutes ou à peu près. Alors, merci beaucoup d'avoir été là puis d'avoir écouté ce qu'on avait à partager avec vous. Merci.